Il leur fallait donc pour cela préparer un coup qui s'appellera la Banque fédérale de réserve. La Banque fédérale de réserve, l'institution la plus respectée, bien sûr aux États-Unis et également dans le monde entier, est le résultat d'un complot, d'une fraude totale. Nous vous invitons à vraiment prendre conscience et à entendre avec beaucoup de précision ce que nous voulons vous exposer maintenant. Un jour, en 1910, au mois de novembre, un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de personnages impliqués dans les banques et dans la politique se réunissent sur une île au nord de la Géorgie, une île qui s'appelle Jekyll. Et ces acteurs sont les suivants. Il s'agit de M. Nelson Aldrich, qui est le beau-frère de John D. Rockefeller. Il y avait un autre homme du nom de Abraham Andrew. Abraham Andrew était assistant secrétaire du Trésor des États-Unis. Il y avait M. Frank Vanderlip, président de la National City Bank de New York. Il y avait également M. Henry Davison, il était le partenaire de J.P. Morgan. Il y avait également Charles Norton, président de la première banque nationale de New York. Il y avait également Benjamin Strong de la J.P. Morgan Bankers Trust Company et finalement M. Paul Warburg, partenaire de Kuhn & Loeb et compagnie et représentant de la dynastie Rothschild de France. La Banque fédérale de réserve est un cartel. Un cartel, c'est un ensemble d'hommes d'affaires qui s'entendent pour se soustraire de la compétition. L'acte bancaire fut conçu dans le plus grand secret sur une île près des côtes de la Géorgie, appelée Jekyll Island. L'un de ses fondateurs, Frank Vanderlip, président de la Kuhn & Loeb National City Bank de New York, écrira beaucoup plus tard, vers la fin de l'année 1910, alors que j'étais encore réservé et furtif comme tout conspirateur. Il y eut une opportunité que je crois qualifiable d'expédition secrète à Jekyll Island. C'est sur cette île que fut conçue ce qui s'appellera la Banque fédérale de réserve. Elle fut conçue selon les principes de Karl Marx et son nom était pour tromper le public américain sur l'identité de ses propriétaires. Elle fut conçue par des banquiers. Elle appartenait et appartient encore à des banques privées. La Banque fédérale de réserve est privée et anticonstitutionnelle. Si le public américain croit encore que la Banque fédérale de réserve est propriété des États-Unis, est propriété de leur gouvernement, eh bien cela est par ignorance ou indifférence, car plusieurs personnages depuis ont dévoilé sa vraie nature, ses origines, ses intentions. Voici quelques extraits que disait Karl Marx dans son manifeste communiste. L'argent, dit-il, joue la plus grande part dans le cours de l'histoire. Si Karl Marx déclarait que l'argent joue la plus grande part dans le cours de l'histoire, nous n'avons donc qu'à retracer l'histoire pour prendre conscience que malheureusement Karl Marx avait raison et il était, lui et les conspirateurs qui l'environnaient, les auteurs de ces grandes conspirations. Il faut également savoir que dans les années 1904, l'Angleterre et la France envoyèrent en Amérique des vrais conspirateurs, des représentants de leurs banques, entre autres Paul et Felix Warburg,
deux frères qui vivaient en Europe, bien sûr, et qui connaissaient le jeu du système bancaire, le jeu des argents pris nulle part et de l'argent fractionnel. Ils vinrent près d'un homme qu'ils devinrent les chefs ou le chef. Ils acceptèrent avec volontiers de servir d'intermédiaire pour le système bancaire européen et ils lièrent par conspiration et par des argents un homme qui deviendra le président des États-Unis et qu'ils utiliseront en même temps un homme qui était un complice avec eux du nom de Mendel House, qui écrira un livre qui s'appelait Philip Drew, administrateur. Et dans ce livre dévoilait avec quelle facilité, de quelle façon on pourrait s'emparer de l'Amérique, s'emparer du monde entier. Ceci intrigua beaucoup les Rockefeller et ce Mendel House deviendra, pour ainsi dire, comme il le dira lui-même, l'alter ego de celui qui, en 1913, deviendra le président des États-Unis, M. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson s'était bien promis de se débarrasser des conspirateurs. M. Karl Marx, dans sa stratégie pour s'emparer des pays, avait institué une structure qui contenait 10 qu'on appelle des planches, 10 planches particulières. Et la Banque fédérale de réserve appliquera 2 de ces planches d'une façon formidable. Et c'est encore de cette façon qu'on applique aujourd'hui ces principes structurels élaborés par les conspirateurs dont M. Karl Marx n'est que l'un d'eux. Il fallait donc établir une banque centrale et il fallait également un impôt progressif. Afin que les gens ne se rendent pas trop compte de ce qui arrive, il fallait un impôt qui soit progressif. La Banque fédérale de réserve n'est pas une agence du gouvernement, mais un monopole bancaire privé. C'est ce que déclarait John Rarić en dénonçant les plans de dépenses extrêmes du président Nixon. W.P. Harding, dans un témoignage devant le Congrès américain, fit l'indispensable, pour comprendre, l'indispensable déclaration suivante. La Banque fédérale de réserve est une institution appartenant aux banques actionnaires membres. Le gouvernement américain n'a pas en elle un seul dollar d'action. Voilà des révélations significatrices. Voilà des révélations qui, dès maintenant, doivent vous faire comprendre que les conspirateurs ont réussi, par la manipulation des politiciens, à créer des politiques privées aux dépens des nations. Dès son ascension au pouvoir en 1913, Charles Lindbergh Sr. déclarait ceci: « L'acte de la Banque fédérale de réserve donne assez de pouvoir à la Banque fédérale de réserve pour rendre le gouvernement incapable de protéger ses citoyens. » N'est-ce pas dès là une déclaration dramatique, alors que encore aujourd'hui les citoyens comptent sur les agences gouvernementales pour nous protéger? Selon le congressiste Jerry Vorich, dans son livre « Hors de la dette, hors du danger », il dira « La Banque fédérale de réserve possède plus de 15 000 banques commerciales privées. » Selon lui, la dette a littéralement amené le pays à la faillite et tout l'argent provenant des impôts des payeurs de taxes ne réussit pas à payer les intérêts de la dette nationale. Il ajoute
et tout cela dû à une banque privée, non élue et inconstitutionnelle. Dans une discussion à la Chambre américaine, le sénateur Fleming demande si la Banque fédérale de réserve avait déjà été auditée ou inspectée. Le sénateur Metcalf répondit « Quoique cela semble incroyable, la Banque fédérale de réserve n'a jamais été auditionnée, n'a jamais été inspectée, même sur demande du Congrès. Ils ont toujours trouvé une façon de l'éviter. » 3 ans seulement après que la Banque fédérale de réserve fut en opération, le président Woodrow Wilson, président des États-Unis, celui-là même qui avait dit qu'il se débarrasserait de toute la présence des banquiers internationaux, déclarait ceci: « La croissance de la nation et toutes nos activités sont dans les mains de quelques hommes. » Un communiqué reçu de la maison d'investissement Rothschild d'Angleterre à une firme associée de New York déclarait « Les quelques-uns qui comprennent le système seront soit intéressés par ses profits ou par ses faveurs, qu'ils ne vous apporteront aucune opposition, alors que la grande majorité du peuple, vous et moi, mentalement incapables de comprendre, en porteront le fardeau sans se plaindre. » Voilà ce qu'il pense de nous. Il est également connu que le baron Nathan Meyer de Rothschild, s'exprimant un jour devant des invités à une fête dans sa maison, il dira « Je me fous de toute marionnette placée sur le trône d'Angleterre, sur laquelle le soleil ne se couche jamais. Celui qui contrôle l'émission de l'argent de l'Empire britannique contrôle l'Empire. » Et dira-t-il, avec beaucoup d'orgueil bien sûr, « Je suis cet homme. » Il dira également « Laissez-moi émettre l'argent d'une nation et son contrôle, et je me moque de quiconque fait ses lois. » Révélateur comme déclaration. Il n'y a pas que les États-Unis qui sont contrôlés par les Rothschild. Il y a aussi l'Angleterre, il y a la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche et tous les pays qui ont une banque centrale avec des impôts progressifs et des gouvernements qui empruntent au lieu que les gouvernements aient, comme il est convenu dans leur constitution, la responsabilité, le devoir et la possibilité en droit de faire, eux, leur propre argent équivalent aux biens naturels de ces nations. Il a été démontré que la Grande Dépression de 1929, qu'on appelait ici en Amérique la crise, avait été planifiée à un dîner secret des directeurs de la Banque fédérale de réserve en 1927, et cela dans le but de punir le peuple américain qui n'avait pas voulu à l'époque devenir membre de la Ligue des Nations, Ligue qui fut formée en 1921, après le New Deal, orchestré par les mêmes membres en 1934 et signé par le président d'alors des États-Unis, M.
Franklin Roosevelt, ce nouveau pacte financier devait se montrer très fructueux pour ces messieurs du monopole privé qui décidaient du sort des populations avec un appel téléphonique ou un système concerté. Que devaient-ils faire alors? S'ils voulaient profiter du système, ils devaient faire ce qu'il y a de plus payant dans l'histoire des civilisations. Ils devaient créer une autre guerre. Et c'est ainsi qu'ils créeront la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement américain a aujourd'hui une dette de 5 trilliards de dollars. Et cette dette est impayable et elle est irréversible. On arrive à de telles choses non par des mathématiques, mais par la politique secrète des hommes derrière la scène qui suivent un plan d'appauvrissement bien déterminé sous des couvertures de bonnes intentions et bien sûr de grande respectabilité. Aujourd'hui, la Ligue des Nations a repris son cours et les hommes qui l'ont structurée possèdent non seulement par des colossales dettes des nations, souvenez-vous l'île des naufragés, les systèmes monétaires de ces dernières, les systèmes monétaires de ces nations, mais elles possèdent aussi leurs armées. C'est ainsi que le 1er septembre 1961, le gouvernement des États-Unis, de concert avec le secrétaire général des Nations Unies, dans un document du numéro de publication 72-77 intitulé « Freedom from War », c'est-à-dire libre de guerre, eh bien, ils ont transféré l'entier rétablissement militaire américain aux Nations Unies. Je veux maintenant partager avec vous un autre témoignage qui nous montre qu'effectivement, la Banque fédérale de réserve appartient de l'entreprise privée et que ces messieurs peuvent créer de l'argent à partir de rien. C'est le témoignage de Marimer Eccles, président de la direction de la Banque fédérale de réserve devant un comité de la Maison de la Banque et un comité sur l'argent. Il fut interrogé par le congressiste Patman. Voici ce qu'il lui demande. « Monsieur Eccles, où avez-vous pris l'argent pour acheter ces 2 milliards de titres gouvernementaux? » Monsieur Eccles répondit «
nous l'avons créé. M. Patman de redemander vraiment à partir de quoi, M. Etlès? Et M. Etlès répondra à partir du droit que nous avons d'émettre de l'argent crédit. De l'argent crédit, mes amis, c'est de l'argent de plume. C'est de l'argent qui n'existe nulle part. C'est de l'argent qui est créé par les banques. La Banque fédérale de réserve crée de l'argent fiction à partir d'argent qui appartiennent au peuple, par des crédits qui doivent être remboursés avec des intérêts dont ils se permettent eux-mêmes de déterminer le taux. Et nous avons vu que les intérêts sont des argents qui n'ont pas été créés et des argents qui empruntent le passage du temps pour exister à partir d'un capital qui s'effrite, puisque ce capital a été créé à partir de biens qui eux-mêmes nous appartiennent, ce qui veut dire que la Banque fédérale de réserve prête des argents en collatéral avec de l'argent qu'ils prennent nulle part sur des biens qui appartiennent au peuple et elle leur demande des intérêts qui n'ont pas été créés, que le peuple doit s'arracher entre eux sur la masse monétaire qui existe pour le peuple. Le congressiste Paul, ayant dénoncé par lettre la monétisation d'une dette de 3,3 milliards en 1982, fut demandé 6 mois plus tard de produire une mise à jour de ses recherches. Il répondit « Je suis membre du comité de la monnaie courante et de la maison bancaire. Et la Banque fédérale de réserve n'a pas jugé bon de répondre à mes questions. » Les principaux actionnaires de la Banque fédérale de réserve sont les suivants. La Rothschild Bank of England, la Rothschild Bank of Berlin, la Lazar Brothers Banks of Paris, Israel Moses State Banks of Italy, the Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam, the Lehman Brothers Bank of New York, the Kuhn Loeb Bank of New York, Chase Manhattan Bank of New York, the Goldman Sachs Banks of New York. Dans son traité sur l'argent intitulé « La science la plus secrète », le lieutenant-colonel Archibald Robert met en lumière ce fait paradoxal entre, d'une part, les exigences légales pour le peuple et la liberté pour les banques. Voici ce que dit le colonel Archibald Robert. Il dit « Nous avons dans notre pays une situation où si un homme signe 2 chèques de 100 $ alors qu'il ne possède que 100 $ dans son compte, il sera mis en prison pour félonie. Pourtant, la même banque dans laquelle cet homme avait déposé ce 100 $ peut, elle, écrire des chèques du même montant, non pas 2 fois ou 5 fois, mais 10 ou même 20 fois, sans elle, la banque, être punie. Il ajoutera, nous pénaliserons un homme qui écrit 2 chèques sur le montant d'un seul, mais nous glorifierons un banquier qui écrit ses chèques 20 fois, et plus que cela, dit-il, nous l'enverrons au Congrès pour nous représenter.
Maintenant, considérez les faits suivants qui vous démontreront l'argent fait par les banquiers privés. Ils reçoivent aux États-Unis, ils reçoivent 400 milliards de dollars par année en intérêts pour des prêts au gouvernement américain. Et en plus, il y a tout l'argent perçu par la vente de la gasoline, de l'huile, des profits des banques associées, de leurs banques commerciales, des montants de l'or, des diamants, du cuivre et un infini nombre de compagnies dont ils sont membres par des actions. La Banque fédérale de réserve possède des montants illimités d'argent créés à partir de rien, leur permettant ainsi le lobbying nécessaire, non seulement pour se rendre maître de tout le commerce possible, mais aussi d'influencer la législation, bien sûr, en leur faveur. C'est ainsi qu'en 1933, l'acte bancaire fut légiféré, permettant tout gain de demeurer propriété de leur système et de se soustraire à une provision légale qui donnait au gouvernement un certain partage de ses gains. L'acte du contrôle monétaire de 1980 donna à la Banque fédérale de réserve le contrôle absolu sur toute institution dépositaire. Avec le bout d'une plume, non seulement peuvent-ils jeter sur le pavé des millions de personnes, non seulement peuvent-ils fermer des usines, mais ils peuvent aussi s'abstenir de répondre au président et au Congrès américain ou au Congrès des différentes nations. Comme le dit si bien Edward Griffin, la Banque fédérale de réserve n'est pas fédérale. Elle n'appartient donc pas aux Américains et elle n'a pas de réserve. Plus encore, dira-t-il, elle n'est même pas une banque. Des informations ont récemment fait surface relativement à la mort de John F. Kennedy, voulant que celui-ci ait signé un ordre exécutif donnant au gouvernement américain la responsabilité d'imprimer sa propre argent, enlevant ainsi ce privilège à la Banque fédérale de réserve. Nous savons bien sûr comment